Merci William, merci à tous, merci pour l'invitation. Alors j'oublie pas une chose, c'est que la première fois où on s'était rencontré, William, et avec les membres du cabinet Rowell, vous venez juste en fait de constituer l'équipe. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça paraît déjà très lointain dans l'écosystème. C'était en 2018 et vous étiez déjà des pionniers. Tu l'as dit, je pense que, et tu as raison, la régulation, pour moi, ce n'est pas un mot tabou, ce n'est pas un gros mot. Ça participe nettement de l'adoption, de la démocratisation des cryptos. Sans régulation, et après on viendra sur qu'est-ce qu'une bonne régulation, et on pourra en parler pendant des heures, sans régulation, nous ne sommes pas en capacité de démocratiser toute cette technologie qui est très abstraite, à la fois pour le secteur institutionnel, mais aussi pour les consommateurs et les investisseurs. Et donc il ne faut pas se leurrer, certains défendent une non-régulation. Moi, je ne fais pas partie de ceci, dans la mesure où je pense que ça permettra bien de continuer à porter cette technologie qui, je pense, porte intrinsèquement pas mal de progrès pour nos sociétés à venir. Vous êtes, donc je disais, des pionniers parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, et je pense que le secteur du droit contribue tout autant que le secteur de la régulation, de la réglementation, mais aussi du secteur de la recherche et développement. Je pense qu'un cabinet d'avocats a tout autant sa place dans l'écosystème qu'un protocole de finance décentralisée. Je m'explique. Parce que si aujourd'hui, il n'y a pas des avocats pour conseiller, des experts comptables, des commissaires aux comptes, pour encadrer et certifier les comptes, il n'y a pas d'écosystème qui peut continuer à naître, à prospérer et à continuer à créer. Et donc, la pierre maîtresse du droit est indispensable pour que cet écosystème continue à prospérer. Alors après, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'une bonne réglementation? Qu'est-ce qu'une bonne régulation? Alors, on a vu pas mal de choses ces dernières années et récemment. Une bonne réglementation, pour moi, c'est une réglementation qui déjà trouve son bon curseur entre pas de régulation et trop de régulation. Alors c'est facile à dire, c'est pas facile à expliquer, c'est surtout très difficile à mettre en œuvre, mais très certainement qu'aujourd'hui, entre le paradigme américain et le paradigme européen, je pense qu'on fait un peu fausse route sur le niveau du curseur. Ensuite, la question est de savoir quelle réglementation. Est-ce que la réglementation est une transposition des règles qui s'appliquent aujourd'hui sur le système monétaire, bancaire et financier, ou est-ce qu'on invente, parce que la technologie elle est nouvelle, une autre régulation? Parce que la technologie implique que les référentiels soient différents et donc que les catégories juridiques soient différentes et que les règles soient différentes. Et donc c'est un des enjeux aujourd'hui auxquels fait face l'écosystème, c'est qu'on voudrait le réguler avec les mêmes règles que le secteur bancaire traditionnel, parce qu'on considère que si on peut faire du paiement avec de la crypto, eh bien, il doit être prestataire de paiement tel qu'aujourd'hui le paiement fonctionne, alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui le paiement par crypto, ça ne fonctionne pas de la même façon, parce qu'il n'y a pas besoin d'une chaîne de tiers aussi important. C'est la même chose pour le modèle bancaire, c'est la même chose pour l'émission de titres. Et donc il va falloir que nous puissions créer et inventer de nouvelles règles. Et en ce sens, vos professions, les professions du droit, d'un point de vue générique, contribuent énormément à aider cette technologie à croître et à se démocratiser. Je prends un exemple, et après ça me permettra d'évoquer la question des NFT qui est le sujet, si j'ai bien compris, aujourd'hui. Quand je suis arrivé à l'Assemblée en 2017, l'intitulé du thème que je me suis saisi au sein de la Commission des finances, c'était crypto-monnaie. C'était crypto-monnaie, quels enjeux, etc. Et certains d'entre vous étaient présents lors des auditions auprès de la Commission des finances. Et beaucoup d'économistes nous ont dit, mais non, crypto-monnaie, ça ne peut pas s'appeler comme ça parce que les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies. Alors, ils ne sont pas des monnaies pour plusieurs titres, notamment parce qu'ils ne respectent pas les règles traditionnelles d'Aristote sur la monnaie, les 3 règles essentielles que je ne citerai pas là, mais globalement, les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies. Et donc, on s'est posé la question de savoir quels étaient en fait ces objets qui étaient protéiformes. On s'est dit, bon, peut-être que ce sont des actifs. Et c'est là où est née en fait la catégorie des cryptoactifs. Et il a fallu poser dans la loi une définition qui était assez hasardeuse et qui, moi, à certains égards, me gênait parce que je sais très bien que cette technologie, elle va très vite, elle va trop vite, et le temps du droit et le temps de la régulation n'est pas du tout le même temps que celui de l'innovation et de l'entrepreneur. Et donc, lorsque vous figez dans le droit, en fait, une catégorie, eh bien, vous avez cette catégorie pendant des années. Et lorsque la technologie ne correspond plus à cette catégorie, eh bien, vous devez quand même faire avec ce pan législatif. Et donc, j'étais assez réservé sur surdéfinir. J'ai toujours pensé qu'il fallait éviter en fait, de créer des définitions. Je pense ne pas m'être trompé parce qu'aujourd'hui,
la catégorie de cryptoactifs elle n'a pas tout son sens. Pourquoi? Dans la cryptoactif, vous avez des stablecoins, vous avez des utilities, vous avez des securities, vous avez des NFT, vous avez des tokens de gouvernance. Et aujourd'hui, dans ces 5 ou 6 objets que je viens de citer, il y en a d'autres, tous ne sont pas des actifs. Les stablecoins ne sont pas des cryptoactifs. Les stablecoins sont en fait des crypto-monnaies. Ce sont des équivalents fiat dans la crypto-monnaie, tout simplement. Bitcoin, on pourrait le qualifier comme on veut, mais c'est plus une crypto-monnaie, ou en tout cas, c'est peut-être un cryptoactif, mais c'est hybride. Les NFT ne sont pas des cryptoactifs. Les NFT aujourd'hui, dans la loi, sont des cryptoactifs, mais dans les faits, le NFT n'est pas un cryptoactif. Le NFT, c'est un standard technologique, c'est une enveloppe numérique dans lequel il peut y avoir des sous-jacents qui ont différentes propriétés, qui doivent être droits matériels, droits immatériels, qui peuvent être des preuves d'existence, d'identité, plein de choses. Mais le NFT en tant que tel n'est pas un cryptoactif. Et moi, je plaide beaucoup pour que dans la réglementation européenne, on puisse essayer de purger un peu tout ce maelstrom, en tout cas ces objets protéiformes, non pas en les surdéfinissant, mais au moins en les extirpant d'une catégorie qui parfois les réduisent à ce qu'ils ne sont pas et ce qu'ils ne seront surtout pas demain. Je prends un exemple. Quand vous parlez avec Sorare, qui est une super boîte française, une ou deux licornes sur le sujet, si on devait aujourd'hui respecter la future réglementation européenne de MiCA sur le sujet, Sorare serait en fait un actif numérique et serait traité comme quasiment pas un instrument financier, mais il serait régi par l'AMF. Bon, quand vous échangez des joueurs de football, vous pouvez peut-être vous poser la question, est-ce que vous êtes à la frontière du pari sportif, mais vous n'êtes pas sur un contrat futur. C'est pas un instrument financier, Sorare. L'épée dans un jeu vidéo que vous allez pouvoir échanger, elle n'a pas à être en fait régulée de la même façon que un long ou un short. C'est pas la même chose. Et donc, c'est là où on voit que le régulateur va devoir, à mon avis, au cas par cas, travailler sur les catégories, sur les définitions. Et le secteur juridique, vous, le cabinet, mais aussi tous les avocats de la place qui traitent de cette question, m'ont largement aidé pendant 5 ans pour travailler sur la définition, sur le régime fiscal de tous ces objets, sur la réglementation. Le PSAN ne serait pas PSAN aujourd'hui si vous n'aviez pas aussi émis des recommandations qui ont permis de clarifier certaines choses. Et puis, demain, vous allez continuer de toute façon à devoir itérer sur une matière qui va aller beaucoup plus vite que celle du législateur. Nous n'avons jamais, dans les 10 prochaines années, une réglementation parfaite. Force est de constater que MiCA, qui va rentrer en vigueur dans 24 mois, le texte à date est déjà, par certains aspects, périmé par rapport à la technologie. Il ne traite pas des stablecoins algorithmiques, des stablecoins décentralisés, propose aucune vision sur les DAO, qui pose en fait des vraies questions sur la structure juridique en fait de ces entités. Donc on voit bien que le juriste et le conseil va pouvoir clairement se régaler pendant les prochaines années parce qu'il va devoir jongler entre un droit positif qui est incomplet ou sur lequel on va pouvoir rattacher parfois des morceaux de cet écosystème en se disant bah oui, alors ça se rapproche plutôt de ça, mais ça diverge en ça ou ça ou ça. Et ça va créer toujours un peu de flou juridique sur lequel vous allez devoir travailler. Et donc, pour terminer sur la question des NFT et pas spoiler, parce que je pense que vous avez plus travaillé sur la question ces derniers temps que moi, mais le NFT pour moi, ce n'est qu'un standard, ce n'est pas donc un cryptoactif, c'est une enveloppe dans laquelle aujourd'hui vous avez un sous-jacent. La fiscalité et la régulation de ce sous-jacent doit se faire en fonction de ce qu'il y a dedans. Je prends un exemple, j'ai porté avec certains d'entre vous un amendement au projet de loi de finances il y a maintenant 6 mois sur la question des NFT qui avait vocation à décorréler le NFT de la fiscalité des cryptoactifs. Parce que le NFT qui représente une pièce d'identité, ça sera le cas demain avec la DID, l'ID décentralisée, le NFT qui est la représentation d'un CryptoPunk, donc d'une représentation artistique, d'une œuvre d'art, ou bien le NFT qui représente un instrument financier, tous ces éléments doivent être jugés à l'aune en fait, du collatéral du sous-jacent, et non pas finalement de ce qu'est le NFT en tant que tel, un NFT. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que les juristes vont avoir fort à faire dans les prochaines années. Ils vont devoir continuer à aider le législateur, toutes les nouvelles générations de législateurs pendant les 10 prochaines années, parce que je pense que
on n'a pas terminé en fait, de découvrir en fait, des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles technologies et surtout des nouveaux cas d'usage. Parce que je pense que le politique ne doit pas réguler la technologie en tant que telle, mais plutôt se pencher sur les usages futurs qui seront ceux de demain et que la technologie aujourd'hui permettra demain, mais qui ne sont pas encore connus et qui poseront des problématiques. Je vous donne un exemple. On ne s'est jamais posé la question de réguler TCP/IP et SMTP pour ceux qui se connaissent un peu en techno. Je vois le NFT un peu comme cela dans la mesure où c'est un standard technologique. Pour autant, la vraie question politique et même juridique s'est posée lorsqu'il a fallu autoriser Uber par rapport à une profession réglementée. Parce que TCP/IP, et grâce à tout un ensemble de processeurs informatiques, permet in fine, 15 ans plus tard, eh bien, de commander une voiture et donc touche à des marchés qui sont aujourd'hui des marchés régulés. C'est ces usages-là que nous devons anticiper et non pas en fait réguler la technologie en tant que telle. Voilà, je vous remercie. Passez une bonne soirée et puis bonne chance aux finalistes.